Voici Gao Yang, un garçon à la vie plutôt ennuyeuse, sur le point de vivre une journée totalement chaotique. Tout d'abord, son oncle Fu s'est échappé de l'hôpital psychiatrique juste pour le prévenir que le monde était désormais rempli de monstres. Ensuite, en arrivant au lycée, son amie d'enfance Weiwei, qu'il avait toujours ignoré, s'est mise à le traiter différemment. Elle a engagé la conversation avec lui et, à chaque mot prononcé, elle se rapprochait un peu plus. Mais une autre jolie fille a débarqué en disant que le directeur la demandait, sauf que c'était un mensonge. Cet élève effronté voulait juste éloigner tout le monde pour se retrouver seul avec lui et partager un petit moment d'intimité. Je ne sais pas comment Gao se sentait avant, mais là, il se prend carrément pour Brad Pitt à son apogée. Juste au moment où les choses devenaient intéressantes, son ami d'enfance est réapparu et l'autre fille s'est éclipsée. À ce stade, le garçon était déjà en train de perdre la tête. Alors cette fois, ils sont allés tous les deux au parc pour être seuls et ne pas être dérangés. Puis un oiseau a surgi de nulle part, et Weiwei a attrapé sa main, effrayé. Le garçon a ressenti une présence étrange. Au moment où la fille a penché la tête comme pour l'embrasser, elle s'est soudainement transformée en un monstre sinistre et a commencé à l'étrangler de ses mains. La vie n'est que souffrance. Je déteste ma. Elle dit que son ami est un éveillé tout en étranglant le MC, souriant comme une psychopathe. Juste au moment où tout semblait perdu, le même objet étrange de ses 6 ans apparaît. Il entend dans sa tête qu'il doit activer cette étoile et tente de l'atteindre tandis que le monstre blond serre de plus en plus fort. Weiwei lui dit qu'elle l'aime et qu'elle veut le dévorer morceau par morceau. Le MC est malin et dit que si elle serre trop fort, elle ne pourra pas le dévorer vivant, et elle relâche son étreinte juste assez pour que le héros active l'objet. Une fenêtre de statue apparaît, et notre protagoniste obtient le talent chance. Le système indique que c'est une compétence passive et qu'il ne peut rien en faire. Mais juste au moment où le petit monstre décide d'arrêter de jouer pour manger, elle est frappée dans le dos et tombe au sol par surprise. On dirait que la chance n'est pas si inutile que ça, il est en vie, mais Weiwei l'est aussi. Celle qui a sauvé notre héros et tué le monstre n'était autre que Qing Ling. Il lui demande ce qui s'est passé, et elle lui dit de rentrer chez lui sans poser de questions. Elle ne le laisse pas ajouter un mot, lui ordonne de se dépêcher de partir et disparaît en bondissant à travers les arbres. Il s'avère que ce protagoniste ne venait même pas de cette réalité. Quand il était enfant, il vivait seulement dans un orphelinat. Le jour de son 6e anniversaire, il a fait le vœu de retrouver ses parents. À son réveil le lendemain, il se trouvait dans une toute autre réalité, avec des parents bels et bien vivants. Après ça, il a vécu 12 ans dans ce monde, un monde renfermant bien plus de mystères et de secrets que Gao Yang ne l'aurait jamais imaginé. Dans l'appartement du MC, rien ne semblait encore réel. La fille avec qui il avait grandi était un monstre. Un bruit interrompt ses pensées. C'était encore Qing Ling. Notre héros avait une tonne de questions, mais elle lui ordonne de se taire, le jette sur le lit et grimpe sur lui. La fille lui demande même quel genre de fruit il aime, en lui disant de faire le premier pas. Le garçon essaie même de faire l'idiot, mais il est clair que quelque chose cloche ici. Il dit que ça ne va pas se passer comme ça. Gao est perspicace, mais il tente tout de même une approche, disant que s'il n'est pas intéressé par elle, il peut simplement penser à quelqu'un d'autre. C'est trop pour le pauvre garçon qui a déjà compris qu'elle essaie juste de baisser sa garde, mais il ne pense pas qu'elle soit un monstre. Malgré tout, il a repoussé la brune qui a remarqué une certaine réaction à cet endroit. Elle se lève du lit tout en se rhabillant et ressort le couteau qu'elle y avait caché. Gao a demandé si elle essayait de le tuer, et Qing lui explique que s'il n'avait pas réagi, il serait vraiment mort. Pourquoi les monstres n'ont pas de système reproducteur? Notre MC attrape son couteau et réalise que Weiwei, tout comme l'homme poursuivi dans la ruelle, étaient des monstres. Qing Ling dit que Weiwei était une bête enragée, et en expliquant l'histoire, elle ajoute qu'il y a de nombreux types de monstres qui se déguisent en humains. En donnant des médicaments au garçon, elle dit qu'il y a beaucoup de monstres, mais qu'ils sont tous les deux capables de les voir. Notre protagoniste était sur le point de poser d'autres questions, mais la brune avait déjà disparu. Seul, il essaie encore d'assimiler tout ce qui vient de se passer. Le lendemain, la nouvelle de l'absence de Weiwei se répand. Qing Ling débarque et demande ce qui est arrivé à la fille blonde, et Gao, comprenant qu'il devait garder le secret, fait aussi l'idiot. Elle continue de questionner le garçon, disant que son ami ne répond pas. Jouant l'idiot, il dit que c'est en effet bizarre puisqu'ils sont tous les deux rentrés chez eux. Le professeur arrive et annonce que la fille a été assassinée. La brune et notre protagoniste font semblant d'être surpris. Le professeur explique qu'elle a été tuée par des agresseurs et, tel un bon acteur des Hollywood, le MC se montre dévasté. Mais quand même, les garçons doivent se rendre au bureau pour répondre aux questions de la police, et notre protagoniste essaie d'accorder leur version avec Ling. Pour rendre les choses encore plus confuses, elle n'a aucune idée de ce dont il parle et menace même de le dénoncer à la police. Cette fille est vraiment bizarre, et le MC le pense aussi. Elle fait irruption et dit immédiatement à l'officier Wang qu'elle veut accuser notre héros. L'homme dit qu'il va prendre leur déposition et appelle Gao en premier. Le MC est désespéré, pensant qu'elle essaie de lui faire porter le chapeau, mais l'officier lui dit de se calmer et l'interroge sur la blessure sur son visage, ce à quoi il répond qu'il a été piqué par un moustique. Le policier semble gober l'excuse, dit qu'il sait que lui et la fille blonde s'entendaient bien, et demande si elle avait des sentiments pour lui. Gao répond qu'il le pense, mais il ne sait pas lui-même si tout ça n'était qu'une illusion.
L'officier insiste, disant qu'il est rentré avec elle, et veut savoir pourquoi il ne l'a pas accompagnée sur le dernier bout de chemin. Le pauvre garçon déglutit, mais dit qu'elle avait une famille stricte et qu'elle ne voulait pas qu'il la raccompagne jusqu'au bout à cause de ça, ce qui n'est pas totalement un mensonge. Toute cette histoire semble tenir la route pour l'enquêteur Wang. Pour jouer la carte de la pitié, le garçon demande si elle serait encore en vie s'il l'avait accompagnée. Il en profite aussi pour se renseigner sur les caméras de sécurité, pour savoir si elles ont filmé quelque chose. Mais l'officier explique qu'il y a eu un problème technique, qui, nous le savons, a été causé par Qin Ling. Le garçon demande si ce n'est pas une trop grosse coïncidence. Il essaie de dissiper les soupçons. Bref, Wang explique que ça ressemble à un crime passionnel, mais qu'ils n'ont aucune piste. L'officier déclare qu'il a posé toutes ces questions pour aujourd'hui et dit au garçon de laisser couler son chagrin. Le MC ne veut pas pleurer. Il préfère considérer tout cela comme un cauchemar, rester fort, et peut-être croire que la fille blonde n'a pas toujours été ce monstre. La seule personne qui pourrait répondre à Gao est Qin Ling, qui l'appelle pour savoir ce que le policier lui a demandé. Notre garçon en profite pour se plaindre qu'elle est allée trop loin en l'accusant, et avec une expression totalement vide, elle lui répond juste « Oh, alors tu l'as rencontré ». La fille a un dédoublement de la personnalité après tout, parce qu'apparemment les choses ne pouvaient pas être plus compliquées. N'est-ce pas? Le protagoniste comprend déjà que c'est pour ça qu'elle agissait bizarrement, et Qin a dit qu'elle devait se tromper elle-même pour survivre dans ce monde, ce qui a créé cette autre personnalité. Gao ne lui fait pas tellement confiance, mais elle lui répond que s'il ne lui fait pas confiance, il est foutu puisque le ratio de bêtes par rapport aux humains est de 1 pour 10 000. Mais, en fait, c'est une personne pour 10 000 bêtes. Il ne comprend rien, mais la fille lui explique que presque tout le monde est une bête, et que rencontrer une autre personne est extrêmement rare. C'est une énorme claque de réalité pour notre héros qui ne veut pas y croire, car si c'était vrai, il serait déjà mort. Mais les bêtes n'attaquent pas les humains qui ne peuvent pas les percevoir, seulement les éveillés, bien qu'elles ne sachent pas pourquoi. En les entendant tous les deux, l'officier apparaît pour leur demander de quoi ils parlaient, et pourquoi ils ont mentionné des bêtes. Mec, la terreur qu'ils ont ressentie tous les deux est tout simplement indescriptible. Si la plupart des humains sont des bêtes déguisées, dire la vérité est beaucoup trop risqué, et s'enfuir est encore pire. Le policier n'apprécie pas leur silence et redemande de quoi ils parlaient. Qin Ling, prouvant qu'elle est la plus intelligente du groupe, demande ce que Wang fait là. Il s'avère qu'il enquêtait toujours, mais sans trouver de réponse. Et comme tout bon enquêteur, il ne lâche pas le morceau et redemande de quelle bête il parlait. La situation est si critique que Ling se prépare même à se battre. Mais notre MC trouve enfin une excuse, disant que c'était un jeu de chasse aux monstres, et qu'il partageait juste des souvenirs de la défunte. Soulagé, l'âge leur dit de profiter de jouer aux jeux vidéo tant qu'ils en ont encore le temps. Le danger immédiat écarté, Ling explique qu'il y a deux possibilités ici. Wang est soit une bête sanguinaire qui les teste, soit une bête égarée. En gros, une bête sanguinaire est agressive et avide, tandis qu'une bête égarée pense sincèrement être humaine et n'est donc pas agressive envers les éveillés. Si l'officier est une bête égarée, alors ils ne sont pas en danger. Mais s'il est assoiffé de sang, il ne voudra pas les isoler pour dévorer l'éveillé tout seul. Ling dit qu'ils peuvent simplement tuer quelqu'un s'ils le découvrent, et qu'elle ne voulait pas continuer à tuer des gens pour dissimuler tout ça. Mais si c'est la seule option, on n'y peut rien. Depuis leur cachette, notre garçon veut lui demander si elle a trouvé d'autres éveillés. Et c'était le cas. 2 autres il y a 10 ans, et ils sont morts. Pendant tout ce temps, elle était d'une solitude absolue. C'est pour ça qu'elle a un peu perdu la tête et qu'elle cesse de créer une autre personnalité. Y a terminé le travail, et nos héros sortent de leur cachette. Pour suivre l'âge Rohan qui traverse la place, elle demande quel est le talent de notre héros. Les éveillés possèdent des talents spéciaux, et notre héros en a un passif appelé la chance. Il vérifie le système, qui lui indique qu'il possède 43 points de chance pour avoir survécu 43 heures. Il les dépense pour augmenter ses attributs, mais il ne ressent aucune différence. Le système lui demande s'il veut débloquer une interface cachée, et Gao accepte, mais il manque de chance pour y arriver. Alors je ne sais même pas pourquoi le système a posé la question. Qin Ling dit au garçon de faire diversion avec l'âge, et qu'elle se chargera du reste. Notre héros ne se sent pas très chanceux du tout. Il va parler à Wang. Il s'approche de l'homme et retire son masque, disant qu'il veut partager des indices sur l'affaire qui intéresse notre enquêteur, ce dernier étant bien plus perspicace qu'il n'y paraît et ayant déjà remarqué le piège du garçon. L'officier sort son pistolet de sa poche et tire dans les buissons. Il lui lâche de ne pas le sous-estimer. Et maintenant le combat a commencé avec Qin Ling bondissant hors de la végétation pour projeter son arme. Elle lance les couteaux, et l'officier comprend qu'il est sa seule et unique cible. La fille surgit à nouveau des buissons droit sur l'enquêteur, qui attendait justement une ouverture mais rate sa cible d'un tir frôlant. Il fait l'éloge des réflexes de la fille, affirme qu'il a été le meilleur tireur d'élite 5 années de suite, et qu'il ne ratera pas son prochain coup. Le bruit de la détonation résonne, mais notre héroïne a esquivé un tir à bout portant grâce à une acrobatie fulgurante. Je ne me pose même plus de questions. J'accepte ça, un point c'est tout. Notre héros est caché dans les buissons et observe la scène. Elle est en position de faiblesse, et le coup de feu pourrait attirer des bêtes. Quelque chose a attiré son attention dans la façon dont le vent soufflait. Et sortant des buissons devant l'officier,
notre héros profite du vent pour jeter du sable au visage de l'enquêteur, offrant à l'héroïne l'occasion de réduire la distance. Le tir à l'aveugle de Wang rate, et la femme exploite l'opportunité à merveille, s'approchant de lui pour trancher l'arme de l'enquêteur en deux. La lame sous la gorge de Wang, elle réalise qu'il n'est pas une bête, mais bel et bien un humain. Elle a compris pourquoi l'Alceste défendu avec son pistolet au lieu d'essayer de parer avec ses bras. Une bête ferait confiance à la force brute et à la résistance de son propre corps. C'est exact. L'enquêteur Wang était un éveillé depuis le tout début. L'homme emmène nos héros manger des ramans, soulagé d'avoir croisé le chemin de deux autres éveillés. Notre héros veut savoir comment l'homme n'a pas peur de parler de tout ça en public avec tant de désinvolture. Et après s'être brûlé la langue, il rétorque que le vieux patron de la boutique est une bête perdue qui ignore complètement tout ce qu'il ne veut pas entendre, et c'est la stricte vérité. Le vieil homme a seulement capté que l'âge voulait un verre. Désormais plus à l'aise, il demande si l'officier les mettait à l'épreuve aujourd'hui. L'âge testait Gao, mais il n'avait pas la moindre idée que sa petite copine était aussi une éveillée. Ling s'arrête de manger juste pour clarifier qu'elle n'est pas sa copine avant de reprendre son repas goulûment. Le pauvre. Le policier rappelle à notre garçon l'histoire du patient psychiatrique décédé au début. Cet homme était aussi un éveillé, doté du talent de reconnaître ses semblables. À cause de ça, il a piqué une crise et le garde l'a abattu, terrifié que cela n'expose le garçon aux bêtes. Pendant ce temps, la fille voulait juste s'empiffrer. Elle a même essayé de piquer dans leur nourriture. Notre MC fait remarquer qu'elle ne semble pas très polie pour le moment, et elle se contente de lui arracher son bol en demandant à Wang de continuer à parler des talents. Apparemment, le policier peut voir les talents et les améliorations, mais il donne d'abord au gosse la lourde mission d'assassiner quelqu'un. Il y a une bête en particulier qu'il veut voir crever. Il affirme aussi qu'ils y parviendront s'ils suivent ses instructions à la lettre. Il les prévient que si la mission semble trop dangereuse, ils peuvent tout simplement abandonner car ils sont tous dans le même bateau, ayant cruellement besoin d'informations et d'équipements, mais le choix final leur appartient. Nos héros acceptent de s'entraider. Pour le MC, l'homme est digne de confiance, et dans ce monde de fous où ils survivent, c'est ce qui compte le plus. L'officier leur tend 3 petits morceaux de papier et leur ordonne de lire les instructions dans l'ordre après les heures d'études libres du lycée. En partant, il les avertit de ne jamais baisser leur garde, sinon la situation risque de virer au cauchemar, littéralement. À la fin de l'après-midi du jour suivant, Gao attend Ling qui débarque avec des vêtements de rechange pour éviter que notre protagoniste ne se balade en uniforme. Elle se change carrément au beau milieu de la rue. Pourquoi s'embêter avec la discrétion, hein? C'est ça. Les deux marchent ensemble dans l'obscurité. Le premier mot leur disait de se rendre au pont. Qin Ling se rend compte que l'endroit est plutôt romantique et s'agrippe au protagoniste pour qu'il passe plus inaperçu. Bien sûr, l'attention de notre héros est légèrement différente, mais il chasse ses pensées de son esprit et l'accompagne sur le pont. La fille annonce qu'elle a trouvé, mais l'endroit semble un peu éloigné et lui ordonne de la serrer dans ses bras, là, tout de suite. Notre MC lui demande comment elle veut être enlacée, et elle répond comme dans le film Titanic. Gao enlace Ling par la taille, et elle jette sa casquette en se plaignant qu'il la serre beaucoup trop fort. Grâce à son pouvoir, la fille réussit à extraire un coffre du milieu de la rivière au prix d'un effort acharné. Ça a l'air drôlement lourd car le niveau de son talent est encore bas, c'est pour ça qu'il doit la retenir. Il semblerait que les talents aient des niveaux, eux aussi. Quand ils ouvrent le coffre, ils y trouvent un fusil de précision. Avec l'aide du système et en y dépensant un point de chance, notre protagoniste obtient toutes les informations sur l'arme. Ruan avait tout planifié à la perfection pour eux. Après avoir jeté la boîte dans la rivière, le mot leur indique de prendre une chambre au motel juste en face. Comme c'est pratique. Le réceptionniste joué à qui au démobilé a déclaré qu'il ne restait qu'une seule chambre au 5e étage exposée au sud. Ils ont pris la chambre, mais juste à ce moment-là, un fouteur de merde a débarqué en hurlant le nom de Gao Yang. Le blond avec un air constipé sur le visage, c'est Wang Zikai, le petit ami riche de notre héros, fou de jalousie de le voir avec Ling. Le blond les a vus tous les deux et voulait savoir ce qu'ils trafiquaient. Shen Li ne perd pas de temps et lâche froidement qu'il allait faire ce que les gens font dans ce genre d'hôtel. Cette révélation anéantit complètement le monde de Zikai, et il prend son ami à part pour lui demander si c'est vraiment correct de faire ça alors qu'ils ne sortent ensemble que depuis moins d'une semaine. Pour accélérer les choses, Ling attrape notre MC par la main, et Gao jure de tout lui expliquer plus tard. Le blond est impressionné par son pote, mais fou de rage que ce morveux ait réussi à trouver une copine avant lui. Dans sa totale inconscience, il va à la réception et force le réceptionniste à lui révéler quelle chambre ils ont prise, avant d'en louer une juste au-dessus de la leur. Une fois arrivé à la chambre 501, notre fille clairvoyante déclare que Zikai va poser un énorme problème. Le type a bien vu qu'il avait pris une chambre, ils vont donc devoir faire semblant d'être un couple au lycée aussi. Notre garçon demande comment ils vont s'y prendre, et la réponse arrive sous la forme d'un gros baiser, un baiser long et intense pour s'assurer que la caméra de sécurité les capture tous les deux. C'était leur premier baiser, et quand ils entrent dans la chambre, elle lâche la bombe en affirmant qu'ils vont faire ce que tout le monde fait ici. Pendant ce temps, le blond inonde son ami de messages, l'exhortant à monter dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo et à ne pas se laisser emporter par ses pulsions animales. Un discours étrange pour un motel, mais notre héros se dit qu'il n'a pas tout à fait tort, il ne doit absolument pas céder à la chair et au désir. Mais quand Ling annonce qu'elle va prendre une douche,
aucun saint ne pourrait y résister. Et rien que de l'imaginer, notre gars perd déjà sa grande bataille spirituelle. Quand Ling sort de la douche vêtue d'une simple petite serviette, il hurle immédiatement que ce démon séducteur ne prendra jamais sa pureté. Elle s'assoit sur le lit et lui demande combien de fois il s'est déjà servi de ce truc. Notre garçon est complètement paumé, mais la fille lui annonce qu'ils ne vont pas vraiment le faire. Il faut juste faire croire que ça a été le cas. Le pauvre est soulagé. S'approchant doucement de lui, Ling lui explique que son ancienne vie n'existe plus et qu'il doit se réveiller. Maintenant, il doit faire semblant et se battre pour survivre, sinon il mourra. Il partage le lit uniquement pour les apparences. Le réveil sonne le matin. Gao va réveiller sa partenaire, mais elle était déjà éveillée. Il est temps pour eux deux d'utiliser le fusil et d'accomplir la mission. Quand notre MC demande qui ils vont tuer, elle lui tend une photo. Sur le mot, l'enquêteur leur demande d'abattre la femme à côté de lui, près du deuxième quai. Le plan de l'enquêteur est minutieux, et Gao brûle le papier contenant les instructions. Notre héroïne identifie la cible, et quand le garçon y jette un œil, il réalise qu'il s'agit de la propre femme de Wang. La femme a probablement déjà commencé à soupçonner que son mari est un éveillé, et l'enquêteur se sert d'eux deux pour se sauver sans éveiller les soupçons. C'est le destin dans ce monde. Tuer la personne que l'on aime ou être tué par elle. Un monde où l'on ne peut jamais baisser sa garde. Elle se prépare à tirer, vise. Mais quand elle appuie sur la gâchette, elle touche le blond qui, sorti de nulle part, était suspendu à la fenêtre. Nos héros le tirent à l'intérieur, et on a droit à un flashback de ce qui est arrivé au blond. Il est furieux contre son ami qu'il a laissé tomber pour une fille, et aussi parce qu'il joue très mal au jeu. Après s'être emporté, il se rend compte que quelque chose cloche. Le bâtiment n'a aucune insonorisation, et il n'a pas entendu un seul bruit de leur part de toute la nuit. En plus, il sait que son ami n'est pas du genre à passer aux choses sérieuses après l'avoir fréquenté si peu de temps. Il sait qu'il se passe vraiment quelque chose en bas, et en conclut que Gao et Ling cachent forcément un secret. Et extrêmement irrité par son ami, il s'attache au pied du lit et décide de descendre en rappel pour les prendre sur le fait. Mais cet idiot n'est pas une araignée et il glisse. Maintenant, retour au présent où nos héros s'occupent du gars inconscient. Il respire encore, donc il ne peut être qu'une bête, et il faut le tuer. Car s'il est sanguinaire, il pourrait quand même se transformer même dans cet état. Gao s'interpose, disant que son ami semble être une bête égarée, et que s'il le tue dans cette chambre, ils ne pourront plus cacher les soupçons. Mais en même temps, si c'est une bête sanguinaire, ils sont foutus. La fille tend le couteau à notre héros et lui dit qu'il est temps d'abandonner ses liens. La vie antérieure du MC n'existe plus, c'est un mensonge. Car désormais, soit tu tues la personne que tu aimes, soit tu es tué par la personne que tu aimes. Gao se convainc qu'il ne lui reste plus qu'à survivre à tout prix et fait ses adieux à son ami. Mais soudain, on frappe à la porte. Quand il regarde par le Judas, il découvre que c'est le réceptionniste potelé, qui dit être un éveillé lui aussi et avoir tout vu. Ling dit que s'il était une bête, il aurait déjà défoncé la porte, alors il le laisse entrer. Le petit gros les écarte tous les deux et va soigner le blond tout en disant qu'il est heureux d'avoir rencontré d'autres éveillés. Il s'appelle Engshu Jun, ou Jun le potelé pour ses amis, et son talent est la guérison. Jun le potelé explique qu'il a des caméras dans les chambres, non pas parce qu'il est pervers, mais plutôt pour comprendre les bêtes. Ling place son épée sur la gorge de Jun et dit que s'il sait ce que sont les bêtes, il n'aurait pas dû soigner Zikai. Mais le petit gros explique que s'il meurt ici, ce sera mauvais pour l'hôtel, et il pense qu'il pourrait être une bête égarée. Il va juste se réveiller et ne se souvenir de rien. Mais si le blond s'avère être sanguinaire, alors c'est fini. Le MC lui demande de les laisser sauver Wong, pas parce qu'il est encore leur ami, mais parce que si le blond meurt dans cette chambre, ils ne pourront pas maintenir leur couverture. Mais Ling s'en fiche complètement. Gérer un cadavre est plus facile que gérer une bête. Allant contre son ami, notre héros bloque l'attaque avec une autre épée, disant au petit gros de se dépêcher. Gao sait que si c'était nécessaire pour survivre, elle le tuerait même lui. Mais le garçon doute encore si les sentiments d'avant la transformation étaient réels ou non. Parce que s'il était réel, ils étaient ses amis et sa famille avant de changer. Et s'il y a la moindre chance que ce soit le cas, il veut prendre le risque. Mais ce discours n'a pas marché dans cette histoire, et Ling repousse notre héros d'un coup de pied et court attaquer le blond. À ce moment-là, quelqu'un ouvre la porte de la chambre, et il couvre Zakai. Celle qui a ouvert la porte au milieu de tout ce chaos est une vieille femme de chambre qui semble s'être trompée de chambre. Jun lui dit qu'elle s'est trompée de numéro. Réagissant à la présence de la vieille dame, le système l'alerte sur des points bonus. Il s'avère que les points de chance se multiplient plus le risque pris par notre MC est grand. Notre héros comprend immédiatement que la vieille dame à qui Jun va parler est une bête sanguinaire. Il sauve le gros, mais se fait frapper par la vieille dame, qui est ravie d'avoir trouvé 3 éveillés d'un coup. La peau de la vieille femme se déchire et son corps commence à muter, se transformant en une créature verte pleine de cornes. Notre héroïne se précipite devant la créature et dit aux garçons de fuir dès qu'ils le peuvent. Ling encaisse un coup, mais esquive les griffes de la créature verte en faisant un bond. L'épée frappe la bête sanguinaire à la poitrine, mais la chose lui dit qu'elle n'est pas assez forte et brise la garde de la fille. Elle est en mauvaise posture, et la bête continue d'avancer. Les 2 autres garçons essaient de la prévenir pour la queue de la créature, mais la bête verte est plus rapide. La dague tombe sur le sol, tout comme Xingling. Blessée, elle dit aux garçons de fuir,
mais la bête n'a pas envie de laisser filer son en-cas et l'attaque sans lui laisser la moindre ouverture. Notre héros pousse Ling hors de la trajectoire de la queue, et tous deux commencent à esquiver les attaques comme ils le peuvent. Pendant que Jun le potelet tremble dans son coin, la créature épuise nos héros, mais le protagoniste a une idée et attire l'attention de la bête en sautant avec la couverture pour la piéger sur la tête de la créature. Il retient le monstre tout en disant à Jun de soigner Xingling immédiatement, mais le petit gros est paralysé par la peur et dit qu'il n'y arrive pas. Gao tombe par terre, et la créature déchire la couverture, prête à achever la fille. Le petit gros a déjà abandonné, mais le MC veut encore trouver une solution. Gao voit l'aspirateur de la vieille dame et en arrache le cordon d'alimentation. Il demande au petit gros de lui passer le couteau sur le sol. Jun essaie de l'atteindre et parvient à le lancer à notre héros pendant que la bête verte se prépare à écraser Xingling pour de bon. L'arme transperce la main de la bête pendant qu'avec l'autre main, notre héros approche le fil dénudé prêt à l'électrocuter. Mais, bien sûr, le fil n'était pas assez long. Et encore une fois, la bête prend le dessus. Elle soulève notre héros en l'air, lui disant d'arrêter de jouer. Pour aider à libérer le MC, Xingling déchaîne une pluie de couteaux dans le bras de la bête avec le peu de force qui lui restait. Malgré tout, la situation n'était pas bonne du tout. La bête sanguinaire leur dit de déjà baisser les bras. Mais comme un animal acculé, notre MC n'a absolument aucune intention d'accepter la mort. C'est alors que le Deus Ex Machina, connu sous le nom de Système, l'informe qu'en ayant survécu 10 minutes dans une situation de mort imminente, il a maintenant assez de points pour débloquer le panneau caché. Et comme les choses ne peuvent pas être pires qu'elles ne le sont déjà, notre protagoniste débloque le talent fantôme, qui crée un clone fantôme qui dure 10 secondes avec 2 secondes d'effet physique. Maintenant doté d'un talent utile, il invoque le fantôme, qui apparaît juste là. Le fantôme sait quoi faire et court attraper la dague dans la main du monstre. Sur ordre du MC, le fantôme tire le fil dénudé et utilise son propre corps comme conducteur, finissant par griller la créature de l'intérieur. Après le combat, les griffes du monstre redeviennent une main ridée, et la bête vaincue reprend l'apparence d'une petite vieille dame. Ling dit à notre protagoniste de l'achever, et le garçon retire le fantôme et prend l'épée des mains de la femme lézard. Maintenant que la cible est affaiblie, il envoie enfin la vieille femme dans la tombe. L'adrénaline est retombée, et notre garçon s'est finalement effondré sur le sol, épuisé. Un peu de temps a passé, et grâce aux soins de Jun le potelet, il est devenu beaucoup plus facile de récupérer. Le petit gros promet de rester aux côtés des garçons qui l'ont sauvé et loue même le talent fantôme. À ce moment-là, le garçon blond se réveille. Il a vu tout le combat en pensant qu'il rêvait, et il ne sait pas ce qu'est cette créature. Zekai veut aussi savoir si les autres sont des super-héros pour avoir de tels pouvoirs. En voyant la bête morte, le garçon blond commence à se sentir bizarre, des écailles poussant sur son bras. Cela signifie qu'il commence à ne plus être une bête égarée. Jin veut faire sortir le gamin de la chambre, et notre héroïne se prépare aussi à attaquer. Mais pour maintenir l'illusion auprès de la bête égarée, notre héros affirme être un humain évolué, ce qui sème la confusion chez le garçon mais interrompt sa transformation. Le MC continue de dire qu'ils sont comme des super-héros modifiés créés pour combattre les hommes lézards, et que son ami est l'élu qui ne s'est pas encore éveillé. Le gamin est un peu sceptique, mais notre garçon lui demande si le blond pensait vraiment qu'il était allé là-bas pour flirter. Continuant de jouer son rôle, il ajoute qu'il a gardé ses distances pour ne pas l'impliquer ni révéler leurs identités, car le peuple lézard est dangereux. Le garçon répond que c'est trop à encaisser et s'isole dans un coin pour réfléchir. Les amis de notre héros ne sont pas très convaincus par l'histoire qu'il a inventée, mais on dirait bien que Zekai a tout gobé. Il remercie son ami de l'avoir aidé en secret tout ce temps. Il lui assure même qu'en tant qu'élu, il ne laissera jamais tomber son ami, et il semblerait que la stupidité soit finalement une bénédiction. Notre héros dit au garçon blond d'être discret et de s'entraîner en secret car l'humanité est désavantagée. Gros Jun veut maintenant savoir comment ils vont nettoyer cette scène de crime. Au bout d'un moment, Lage les rejoint dans la chambre et découvre pourquoi la mission a échoué. Le gars dodu se présente à Lage qui veut savoir qui est ce garçon blond. Notre protagoniste dit que c'est un allié et qu'ils peuvent parler en toute sécurité. Lage déclare que cette femme était une bête sanguinaire et meurtrière, puissante mais affaiblie. Cela signifie que les bêtes sont divisées en catégories, les tueurs, les dévoreurs et les sirènes qui peuvent alerter les bêtes dans un rayon d'1 kilomètre. Les garçons ont eu de la chance. Wang demande à Jun s'il y a d'autres personnes dans le motel, ce qui n'est pas le cas. Il dit à tout le monde de rentrer chez soi et de maintenir la couverture, et explique au propriétaire dodu de l'hôtel qu'il n'y a qu'une seule façon de cacher ce qui s'est passé, incendier les lieux avec une fuite de gaz et un fil dénudé. Le gars dodu a tout perdu là-dedans, mais au moins il est en vie. Il est temps de retourner au lycée, et le garçon blond veut savoir s'ils ont une base secrète ou un truc du genre. Mais nos héros lui disent de rentrer chez lui, et qu'après les cours, ils auront une mission pour lui. La brune n'arrive même pas à croire que le garçon blond ne se soit pas transformé après tout ça. Il est tout simplement limité depuis la naissance. Mais pour ajouter un peu plus de drame, la silhouette d'une loli apparaît à l'horizon, mettant Arling en état d'alerte. La petite fille aux yeux orange est la sœur de notre héros, elle dit qu'elle a tout vu et qu'elle va tout raconter. En parlant ainsi, la crainte est qu'elle soit de la classe de bête la plus terrifiante, une sirène, capable d'appeler d'autres bêtes à 1 kilomètre à la ronde. Déjà préparé à invoquer son fantôme, notre héros se tient prêt pour la transformation de la fille. En réalité,
Elle est juste très énervée que son frère se soit trouvé une petite amie sans le lui dire et ait même loué une chambre de motel, le traitant d'éhonté. Elle menace de tout poster en ligne à la vue de tous et de trouver un moyen pour que leurs parents le mettent à la porte et qu'il soit renvoyé du lycée. Mais pendant que la fille se plaignait, notre MC a attrapé le téléphone et l'a tendu à Ling pour qu'elle efface les photos. Après avoir détruit les preuves, la brune leur rend le téléphone et annonce qu'elle part au lycée. Pour calmer la petite peste, notre héros les mène manger un morceau dans une célèbre chaîne de fast-food. Une fois qu'elle est calmée, il lui dit que ce n'était qu'un malentendu. Gao lui explique que Ling n'est qu'une amie et qu'il révisait en fait pour l'examen d'entrée à l'université. Évidemment, elle n'y croit pas une seconde, mais notre garçon est malin et prétend qu'ils ont fait ça pour duper tout le monde. Il explique qu'ils ont d'excellentes notes et veulent passer pour ces élèves qui ne révisent jamais mais finissent quand même premier de la classe. Elle avoue qu'elle a découvert où il était uniquement parce qu'il n'était pas rentré de la nuit, et qu'elle a appelé Wang Zikai, qui lui a dit de venir les surprendre en flagrant délit, pour qu'elle ne s'inquiète plus. Il lui promet de tout lui raconter dorénavant. Au lycée, notre héros est de retour sans comprendre pourquoi la salle de classe semble si bruyante. Il y a la Wang Zikai, discutant avec des amis comme si de rien n'était. Notre héros prend le garçon blond à part pour lui parler, puisqu'il lui avait dit de rester chez lui. Zikai élude la question en prétextant que le professeur lui a demandé de passer au bureau. Mais en partant, il précise qu'il ne dénoncera pas notre héros. Comme il est évident qu'il cache quelque chose, il sait que le garçon blond ne fait confiance qu'à lui et à Ling, donc la fille l'a peut-être appelé. Ça sent les ennuis à plein nez, alors il s'enfuit en courant. Zikai est sur le toit de l'école en attendant l'entraînement secret de King Ling, mais c'est Gao qui le trouve. Le garçon blond affirme que ce n'était qu'un entraînement. Mais comme notre héros sent que quelque chose cloche, il attrape Zikai pour fuir les lieux. Mais il est trop tard. King Ling fait son apparition, une épée à la main, ce qui impressionne le garçon blond. Notre héros lui dit que c'est juste pour observer, qu'ils ne s'entraîneront pas aujourd'hui. Notre garçon essaie de parler à Ling, mais elle sait déjà ce qu'il va dire et fonce de toutes ses forces. Gao s'esquive et continue d'essayer de lui parler, mais se prend un énorme coup de pied. Ling s'éloigne de lui et court droit vers le petit blond, mais notre protagoniste arrive le premier et déclare que ce qu'il a à dire est important. Mais si elle veut attaquer, elle peut y aller, et elle n'hésite pas une seule seconde. Elle lui transperce l'épaule avec la pointe de la lame, qui passe à travers le fantôme. Elle réalise maintenant à quel moment il a invoqué son fantôme. Et profitant de cet avantage, il saisit l'opportunité de lui lancer un bloc de béton. Ling tranche facilement le bloc avec son épée. La jeune fille admet que notre héros a été malin, et Gao lui répond qu'elle manquera plein de détails si elle ne se concentre que sur une seule chose à la fois. Le fantôme de Gao s'apprête à lui asséner un véritable coup de poing par derrière, mais elle rappelle au garçon que son second talent est le magnétisme. Elle projette une grille en fer sur la projection, la renversant tout en ajoutant qu'il ne peut toujours pas l'arrêter. Gao décide de demander quelque chose à la jeune fille. Mais d'abord, il ferait mieux de retrouver le petit blond, qui s'est évanoui avec une bosse sur la tête à cause du bloc de béton tranché. Le MC lui demande juste 5 minutes pour la convaincre. Il a réfléchi au fait que les humains qui s'éveillent finissent par s'éloigner d'eux-mêmes. C'est pourquoi notre héros pense que Ling a survécu parce qu'elle possède une seconde personnalité. Son autre personnalité s'entend bien avec les bêtes, mais tout a basculé lorsque ses liens avec les autres éveillés se sont renforcés. Cela pourrait éveiller les soupçons, même si c'est nécessaire. Mais le meilleur moyen de dissiper ces soupçons en ce moment est d'utiliser une bête égarée. En d'autres termes, garder le petit blond en vie et à leur côté est un excellent écran de fumée. Le lien entre deux via la mort de Weiwei est logique, et celui avec le petit blond l'est tout autant puisqu'il est leur ami. Mais s'il est retiré de l'équation, les soupçons ne feront que grandir. Si les bêtes les plus proches des garçons viennent à mourir, ça paraîtra encore plus suspect. Avec ça, Gao parvient enfin à convaincre notre épéiste de laisser Zikai en vie. Lorsqu'elle range son arme et s'en va, notre héros se sent beaucoup plus serein. La nuit tombe. Ces derniers jours ont été très rudes pour le MC. Il ouvre le système. Il constate que son talent de chance a augmenté. Après avoir été attaqué par la vieille femme, il a obtenu un gigantesque bonus de chance, a gagné le talent fantôme, et il lui reste encore 20 points. Il investit tous les points restants dans la chance. L'augmentation de la chance a également boosté ses autres statistiques de manière permanente. Le protagoniste demande ce qu'est la puissance spirituelle, et le système explique qu'elle améliore la réaction au talent spirituel ainsi que la perception du danger et de l'hostilité. Le système lui demande s'il veut utiliser une opportunité gratuite pour obtenir un talent au temple, mais il refuse de lui dire ce qu'est ce prétendu temple. Le système se ferme, et notre MC part s'allonger. Le lendemain, nos héros sont appelés par la Zhuang. Ils se présentent pour parler de l'échec de la mission d'assassinat. Les garçons pensent qu'ils ont fini par compromettre la couverture de l'âge, mais l'homme est en fait venu leur dire qu'il est ravi de leur échec. Il avait ordonné cette mission parce que sa femme agissait bizarrement, se réveillant au milieu de la nuit pour le fixer et faisant des bruits étranges dans la salle de bain. Il n'avait jamais testé sa femme parce qu'il pensait qu'elle était une bête égarée, mais si elle commençait à avoir des soupçons, elle ne pouvait pas en être une, ce qui le rendait anxieux et inquiet. Heureusement, la tentative d'assassinat a échoué car la femme de Wang est enceinte. Notre héros se souvient que les bêtes n'ont pas vraiment de système reproducteur, d'où la question, l'enfant sera-t-il humain ou bête, et les bêtes peuvent-elles se reproduire entre elles?
Ça fait beaucoup de questions pour l'âge. Tout ce qu'il sait, c'est que Gros Jun a utilisé des caméras pour comprendre comment les bêtes agiraient au motel, et a découvert qu'elles ne sortent jamais de leur rôle d'humain, ce qui laisse notre protagoniste avec encore plus de questions. Qin Ling demande à l'homme quels sont ses plans maintenant. En allumant une cigarette, il raconte que lorsque sa femme lui a annoncé sa grossesse, il était vraiment heureux. Lui-même n'arrivait pas à croire qu'il était ravi de devenir ce genre de père. Alors, l'âge a décidé de garder l'enfant, même si sa femme est une bête. Il sait que c'est risqué, mais elle reste la mère de son enfant. Notre héros réalise qu'il n'aurait pas non plus le courage de blesser quelqu'un qu'il aime, même si c'était une bête. Cheng accepte le choix du policier mais demande à rester en dehors de ça. L'homme dit qu'il ne peut pas donner la liste des talents par niveau, mais il peut répondre à 2 questions. Ling demande comment on monte de niveau. Même sans pouvoir voir, elle sait que son talent s'est amélioré 2 fois pendant les combats, mais son magnétisme ne s'est amélioré qu'une fois. L'homme est surpris par sa perspicacité et explique que chaque capacité peut monter jusqu'au niveau 8. La maîtrise de l'épée de la fille et sa maîtrise des armes à feu sont au niveau 3, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Elle demande comment il est monté de niveau, mais il dit qu'il ne peut pas l'expliquer à cause des règles. Ça veut dire que c'est au tour du héros de poser une question. Gao veut savoir comment contacter ces gens. Le flic est pris de court, mais réalise ensuite que le gamin est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Notre héros a compris que vu que la population de la ville se compte en centaines de milliers, même si les éveillés ne représentent qu'1%, ça ferait quand même près d'une centaine de personnes. Donc s'il arrive à se trouver en tant qu'éveillé, les humains ont probablement déjà formé d'autres groupes. Et vu que l'officier a parlé de règles, ça veut dire qu'il doit y avoir une sorte d'organisation. Notre héros n'a peut-être pas beaucoup de points forts, mais au moins, il sait réfléchir. Wang confirme la théorie du garçon, mais lui-même ne fait pas partie de l'organisation car il est bien trop faible. Il a raté le test parce que les prérequis sont plutôt stricts. Sauf qu'avec eux deux, il pourrait peut-être repasser le test. Les yeux de Ling brillent à l'idée de comprendre les niveaux et de devenir plus forte. Et sans même y réfléchir à 2 fois, elle demande immédiatement à passer l'entretien. La fille est très directe sur ce qu'elle veut. 2 jours s'écoulent sans le moindre problème. Les sens de notre héros sont plus aiguisés grâce à ses stats, et à cause de ça, il sent que quelqu'un le suit ces derniers temps. En essayant de coincer le harceleur, le protagoniste laisse son fantôme monter la garde et surgit en demandant qui est là. Mais quand il réalise que c'est Sissi, une camarade de classe, il fait disparaître le fantôme. Surprise, la fille se blesse au pied, et Gao s'excuse de l'avoir effrayée avant de lui proposer de l'emmener dans une petite boutique pour se reposer. Sissi était une amie d'enfance du protagoniste et de Weiwei. Dans la petite boutique, elle s'excuse pour le dérangement. Le garçon lui dit de ne pas s'excuser autant et lui demande pourquoi elle le suivait. Sissi dit qu'elle sait qu'il est secoué par la mort de la fille blonde, et que c'est pour ça qu'il a été dans la lune en classe toute la journée. Elle ne veut pas qu'il reste comme ça et veut qu'il aille de l'avant. Gao remercie son ami pour son inquiétude, mais dit qu'il va bien. Puis il lui dit de rentrer à la maison car il se fait tard. La fille le regarde partir et prend secrètement sa boisson. Ensuite, elle se pointe pour dire au revoir à notre héros, qui avait déjà repéré la boisson dans son sac. En voyant ça, le protagoniste se demande si Sissi a le béguin pour lui. Mais la dernière fois que c'est arrivé, ça ne s'est pas très bien terminé, alors il préfère ne pas prendre de risque cette fois. En rentrant seul à la maison, ses nouveaux instincts l'avertissent que quelqu'un d'autre le suit. À bout de patience, notre protagoniste demande qui est là cette fois, et c'est le grassouillet Jun. Le petit rondouillard demande de l'aide. Quelque chose a mordu sa main, et maintenant elle a l'air bizarre. La main de Jun devient violette, et un œil apparaît soudainement dessus, mettant notre héros en alerte. Le bras de Jun se transformé, contre la volonté du garçon potelé, attaque le protagoniste. Jun n'a aucun contrôle sur son bras, et le protagoniste commence à étouffer sous son emprise. Gao essaie d'attraper la dague et de la planter dans ce bras gigantesque, mais cette masse violette se tord et engloutit la lame. Ne comprenant rien, notre garçon essaie d'invoquer le fantôme mais n'y parvient pas. Presque à court d'air, il se souvient qu'il s'est déjà retrouvé dans la même situation. Mais cette fois, pour le sauver, le gablon débarque en volant avec un coup de pied. Grâce au coup de Zikai, notre protagoniste est libéré, et Jun est projeté au loin, évitant de s'écraser au sol uniquement parce que la main mutante l'a rattrapé. Le gablon va voir comment va son ami pendant que Jun essaie en vain de maîtriser sa main. Quand la chose violette s'apprête à charger de nouveau, Zikai saute devant et transforme son bras lui aussi. Même s'il semble lui aussi se transformer en bête, le gars a l'air d'avoir beaucoup plus de maîtrise de lui-même. Et avec un énorme coup de poing de son bras fraîchement musclé, il stoppe l'avancée du bras mutant de Jun. Avec une poigne écrasante, ZK montre toute sa force, fait tournoyer le bras en l'air, et pour que son ami ne soit plus blessé, broie la mutation de ses propres mains. Jun tombe inconscient sans son bras, et sa main guérit grâce à son talent. Le gablon au gros bras sort une réplique de héros, disant qu'il est le sauveur de ce monde. Yang pense même à s'enfuir, croyant que le gars s'est complètement transformé en bête, mais le gamin redevient normal et remercie son ami pour l'entraînement. Apparemment, le cerveau lisse du garçon l'a fait muter pour sauver son ami, puis il est redevenu normal sans péter les plombs. Alors il se met à flatter un peu le gablon, disant qu'il est vraiment un super-héros. Zikai suggère de tuer Jun,
Mais Gao croit sincèrement que le garçon potelé traversait quelque chose de différent. Dans le manoir du Gablon, Jun se réveille tout ligoté. Le protagoniste demande immédiatement s'il est un humain ou une bête, et Jun répond qu'il est un éveillé et que le héros a déjà vu son talent. Cette situation est vraiment bizarre pour notre héros, alors il décide de confirmer la vérité d'une autre manière. Gao demande à son ami s'il a des films chez lui. Quand le Gablon demande quel genre de film, on sait déjà très bien ce que ça veut dire. Des choses très suspectes se produisent pendant que les garçons essaient de faire réagir le petit gros. La Zhuang marche dans le couloir. La situation a l'air très suspecte ici, avec les garçons lui disant de se détendre, et c'est en plein milieu de cette scène inhabituelle que l'enquêteur entre. Pour aider, Jun dit même que son ami était juste en train de le tester. Heureusement, l'officier a compris la méthode qu'ils ont utilisée au prix de la dignité du pauvre gars. L'officier demande ce qui s'est passé, et le garçon potelé dit qu'il a vu un joli chat blanc et a essayé de le nourrir. Le chat a mordu le garçon, et ensuite il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il est allé voir notre héros. Jun dit qu'il ne voulait faire de mal à personne, mais que son bras a bougé tout seul. En entendant cela, Wang s'excuse auprès de la crise cardiaque sur Pat, et effrayant tout le monde sur place, sort son arme et la pointe sur Jun. Le garçon est complètement désespéré, mais heureusement pour lui, même après le tir, il est toujours en vie et n'a même ressenti aucune douleur vu que ce n'était qu'un tir pour voir si sa main droite allait encore réagir. Avant d'aller en cours, il parle à Wang de la chance qu'il a eue. Et avec une main sur son épaule, l'officier de police explique qu'il a une bonne nouvelle. Le rendez-vous pour l'organisation a été fixé à minuit à l'endroit indiqué sur le mot. Là, avant d'entrer, le garçon dépense 30 de ses 61 points de chance pour essayer d'obtenir un nouveau talent. Mais ça n'a pas marché. Quelle malchance. Pour ne pas gaspiller les 31 autres points pour rien, il décide de tout mettre dans la stat de chance. Ça lui donne 20 points bonus pour ses stats. Mais puisqu'il ne peut pas mettre de points bonus dans la chance, il les met dans le charisme pour l'entretien. Une fois ça réglé, il ouvre la grille pour commencer son entretien. Mais quand ils entrent, il n'y avait qu'un seul gars dans cette salle d'arcade fermée. L'homme encapuchonné claque des doigts, et tous les jeux et les machines de l'endroit s'allument. Toujours caché sous sa capuche, il demande s'ils sont tous prêts pour le premier test car le défi va être brutal. Notre duo de héros se prépare pour le combat. L'officier était déjà là à les attendre, mais il dit à Ling de ranger son arme parce que cette tâche consiste littéralement juste à jouer à des jeux vidéo. L'homme encapuchonné se révèle être Hank, et le premier test est simple. Ils doivent choisir 3 jeux et le battre au moins 2 fois. Wang les avertit qu'il a perdu contre lui 5 fois, mais vu que nos héros sont jeunes, ils devraient jouer mieux que lui. Ouais. Quand il disait plutôt qu'il était trop faible, il parlait de jeux vidéo. Mais la fille est gonflée à bloc et veut se battre, pas jouer. Hank explique qu'il n'est pas fort. S'il se battait contre 3, il perdrait très vite. Wang choisit le seul jeu qu'il sait dominer, un shoot et 'em up, et peut-être grâce à son talent, il a gagné. Ling a perdu au jeu de combat, mais a demandé une revanche et avait même accepté de se laisser peloter pour avoir une autre chance. Bon sang. Heureusement pour elle, l'autre personnalité n'a pas laissé passer ça, et sous la pression du groupe, Hank lui a donné une autre chance. Notre protagoniste décide de jouer la prudence et choisit une machine à sous qui dépend entièrement de la chance, puisque c'est son talent. Les enfants passent la première épreuve, mais le rouquin les emmène se promener, expliquant que le premier test servait à juger leur caractère et leur patience. Il dit qu'il ne va pas encore gâcher la surprise de l'autre épreuve et salue un éboueur en chemin. Le policier se désole de la vie du vieil homme qui fouille dans les poubelles, mais le rouquin dit qu'il a grandi dans ce quartier et qu'autrefois, ce type battait sa femme et buvait jusqu'à s'évanouir. C'était une ordure humaine, même s'il était une bête égarée. Nos héros le préviennent que quelque chose a attrapé le pied du rouquin. Le vieil homme ne semble pas être une bête égarée, mais une créature assoiffée de sang. Le vieil éboueur commence à se transformer en bête. D'innombrables yeux et visages apparaissent sur son ventre. À la fin, sa forme monstrueuse ressemble même à une plante carnivore sur pattes. Son tentacule continue de tirer Hank, prêt à dévorer le rouquin. Heureusement pour l'examinateur, la brune apparaît et coupe les tentacules, le laissant totalement sous son charme. Le vieillard bedonnant a toujours faim, et maintenant il est fou de rage. Notre héros jette une poubelle pleine sur la bête, qui l'écrase et la dévore comme si de rien n'était. Riant comme un forcené, il hurle qu'il a besoin d'humains à manger. Hank ne comprend toujours pas comment Zhang a pu entrer dans une telle frénésie s'il était une bête égarée, mais ils n'ont pas le temps pour ça. Le protagoniste veut savoir si le garçon a un talent à utiliser, mais Hank explique qu'il a seulement activé la borne d'arcade avec une ruse, une nouvelle qui ne ravit pas notre héros. La bête recrache la poubelle comme une boule de poil et reste affamée, projetant des tentacules depuis les nombreuses bouches de son ventre d'ivrogne. King prépare son épée, et Wang se tient aussi prêt à se battre. La fille glisse et esquive un tentacule. Elle fonce même vers l'avant, mais il y a trop de tentacules et elle est encerclée. Heureusement, Wang la couvre en tirant dessus. Même pour la précision de l'officier, il y a beaucoup trop de tentacules à gérer. Notre héros invoque le fantôme, qui traverse les tentacules et devient solide pour attraper une paire de ciseaux, qu'il lance droit sur la tête du monstre. Ça blesse la créature, mais c'était encore trop faible. Le fantôme n'a fait presque aucun dégât, mais au moins, il a découvert que le point faible de la chose est sa tête. En courant autour de la créature,
notre héroïne demande qu'on la couvre et avance avec l'aide des tirs de Wang, qui coupe quelques tentacules pour créer une ouverture. Gao saute avec un morceau de fer et frappe la créature. Avec cette aide, l'épéiste trouve une ouverture. On aurait dit que tout allait bien se passer cette fois, mais les tentacules tranchés reviennent à la vie et pourchassent la fille. Notre protagoniste réussit à la prévenir, mais il n'a pas le temps. La fille est attrapée par les morceaux et projetée contre le mur. Au sol, elle a quand même une idée et utilise son talent magnétique pour propulser l'épée dans le front de la créature. En plein dans le mille. L'attaque semble avoir bien blessé le monstre, mais n'était pas assez puissante pour le transpercer, et la créature retire l'épée avec l'un de ses tentacules avant de s'énerver, essayant d'attirer la fille pour la dévorer. Notre héros apparaît pour la sauver, mais la créature est bien plus rapide, attrape son pied, et le fantôme est en temps de recharge. Le monstre commence à tirer notre héros, mais là Wang s'accroche à lui, disant que ça sent vraiment mauvais. Le MC essaie de s'éclaircir les idées et accède au système. Avec 30 points, il tente sa chance pour obtenir un autre talent. Et vu que l'auteur est de son côté, cette fois-ci ça marche. Le talent qu'il obtient est le mimétisme, en gros. Il peut toucher quelqu'un et copier un talent de haut rang, même avec un temps de recharge gigantesque. Le système se ferme, et notre garçon demande aux flics de le lâcher, maintenant. L'idée semble suicidaire, mais le protagoniste lui demande de lui faire confiance. Et puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, il lâche le gamin en lui disant de ne pas mourir. Le tentacule tire violemment, et le garçon essaie d'atteindre son ami pour pouvoir la toucher. Et quand il touche le meilleur endroit possible, le talent de l'épée devient disponible pour être copié et utilisé. Maintenant doté du dieu de l'épée, notre garçon demande à Ling de lui envoyer l'arme. Ling utilise le magnétisme et envoie l'épée dans la main du MC, qui ressent déjà les effets du talent de la fille, mémoire musculaire, expérience du combat à l'épée. Il sent tout ça émerger dans son esprit. Et après avoir visualisé la meilleure ligne d'action, Gao passe immédiatement à l'attaque, utilisant une entaille nette pour fendre la tête de la bête en deux. Ling tombe au sol, récupère son épée et achève la bête avec une nouvelle attaque surpuissante, la déchiquetant complètement en des milliers de minuscules morceaux. Le monstre étant détruit, le garçon pousse un soupir de soulagement. Mais à peine une minute s'écoule avant que l'épéiste n'ait déjà sa lame sous sa gorge. Gao s'excuse pour avoir touché sa poitrine, mais ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est comment le garçon a pu obtenir le talent du dieu de l'épée. Il répond qu'il vient de gagner une nouvelle capacité appelée mimétisme. L'on se montre et explique que ce talent est bien réel. La fille accepte l'explication. Le flic demande à Hank s'ils ont réussi la deuxième épreuve, mais ce combat n'était pas du tout un test, ce qui prend au dépourvu tous ceux qui pariaient sur ce cliché. Il n'est pas du genre à mettre tout le monde en danger pour une épreuve, et il est surpris que le vieil homme ait muté alors qu'il n'était personne. Il s'en va et dit à tout le monde de se préparer, car l'invitation pour la deuxième épreuve apparaîtra bientôt. Notre trio de héros brûle l'épreuve. Notre protagoniste se rappelle à quel point ces bêtes sont terrifiantes et sent le chat blanc le regarder. Mais quand notre MC essaie de montrer le chaton à Wang, l'animal a déjà disparu. Sur le chemin du retour, King Ling s'assoupit sur l'épaule de Gao. Le héros imagine tout ce qu'elle a enduré après s'être éveillée à l'âge de 10 ans. Sheng Xing appelle son grand frère. Elle est désespérée. Il est arrivé quelque chose au père de notre héros. Gao court à l'hôpital. Sa mère lui explique que son père est hors de danger, mais qu'il pourrait bien rester coincé dans un fauteuil roulant pour toujours. Apparemment, il a eu un accident de la route. Notre protagoniste dit à sa mère qu'il vaut mieux se réjouir qu'il soit en vie et soutenir son père, faisant preuve de beaucoup de maturité. Il dit à sa mère de ramener Sheng Xing à la maison et qu'il restera à l'hôpital aujourd'hui. La femme est fière de son fils. À 5h30 le lendemain, un médecin propose une tasse de café à notre garçon et dit que l'aube est le meilleur moment de la journée, car son service est terminé. Le médecin a remarqué que le garçon ne buvait pas son café. Gao a même essayé de trouver une excuse, mais le médecin lui demande si c'est parce que le garçon a peur de lui, pensant qu'il est une bête. Le MC se met sur la défensive et recule d'un bond, invoquant son fantôme, mais le médecin lui dit de se détendre. S'il le voulait, le garçon serait déjà mort. Le médecin est lui aussi un éveillé, Marcus B, doté du talent de vision thermique. Avec sa vision, B peut différencier les humains des bêtes. Le MC admet qu'il a été paranoïaque et demande au docteur si sa famille est humaine ou s'ils sont des bêtes. Le médecin ne peut pas le révéler à cause des règles. Il dit avoir remarqué que le garçon s'est éveillé il n'y a pas longtemps parce qu'il a très peur des bêtes. Les bêtes vivent comme des humains avant de se transformer, et si elles ne perturbent pas l'ordre naturel, elles ne représentent même pas une menace. Le médecin donne un avertissement au garçon. Même si tout ce qui l'entoure est faux, les liens et l'amour, eux, sont bien réels. Il cogite trop et vit dans une peur qui n'est pas justifiée. Malgré tout, le MC veut connaître la vérité, il pose des questions sur l'organisation et sur la façon dont les bêtes se reproduisent, sur l'origine des éveillés et sur cet ordre naturel des choses, mais le médecin dit qu'il n'en sait pas tant que ça. B lui donne alors un dernier conseil avant de partir. Les sentiments et l'existence elle-même sont éphémères. Quelque temps plus tard à l'école, le garçon est dans la lune, soupirant par la fenêtre. Ce s'approche de son ami et invite le MC à son anniversaire. Gao explique qu'il s'occupe de son père qui a eu un accident, et la fille s'inquiète, proposant même son aide. Le garçon dit qu'il va beaucoup mieux. Il est juste coincé dans un fauteuil roulant.
Il s'apprête à décliner l'invitation à la fête, mais King Ling coupe la parole au protagoniste et dit que, oui, il va y aller. Sissi est ravi qu'ils viennent tous les deux et leur dit au revoir en leur donnant l'adresse. L'épéiste montre une carte qu'elle a reçue. C'était la deuxième épreuve de l'organisation, qui devait avoir lieu à la fête de la fille. La soirée se déroule dans une boîte de nuit avec karaoké. Le garçon est curieux d'en savoir plus sur cette épreuve. Ling était déjà là, l'air peu amical. Les amis de ceux-là préviennent que Gao est arrivé. Ruan, un frimeur à franges, est apparu pour se moquer de son gâteau. Il semblerait que le fils à papa veuille sortir avec ceux, alors il essaie d'écarter notre héros. Mais malheureusement pour le mec à franges, la fille adore les gâteaux à la fraise. Encore plus jaloux, Ruan appelle Gao pour chanter sous un faux prétexte, sachant très bien que notre MC n'est pas fan de karaoké. Gao accepte tout de même, mais leur demande de ne pas trop se moquer de lui. Notre héros monte sur scène, mais reste silencieux tout en se faisant railler par Frangenia. Il s'avère que notre protagoniste chante tellement faux qu'il pourrait briser du verre. En désespoir de cause, il invoque le système, qui apparaît devant lui. Le garçon demande quelles statistiques il peut améliorer pour ne pas avoir l'air d'un bambou grinçant. Quand le système lui répond que c'est le charisme, il y investit tous ses points disponibles. Maintenant que sa stat a augmenté, notre héros suit la mélodie et se met à chanter. En fait, il s'en sort à merveille et fait chavirer les cœurs. Il parvient même à capter l'attention de Ling. Après la chanson, il les remercie de l'avoir écouté. Frangenia n'a toujours pas renoncé à humilier notre héros et propose une partie de dés. Puisque le talent de notre héros est la chance, il n'hésite pas une seconde, sachant qu'il ne peut pas perdre à ce genre de jeu. La serveuse déguisée en lapin arrive avec des bières. Frangenia s'énerve et réclame un alcool beaucoup plus fort. Quand la fille lui explique que le cocktail nébuleuse est trop fort pour lui, Frangenia pique une crise, laissant la serveuse embarrassée. Maintenant qu'il sait à quel genre de connard il a affaire, notre héros n'a plus l'intention de se retenir. Évidemment, à un jeu de hasard, c'est lui qui gagne et le joli cœur doit boire un cul sec. Au bout d'un moment, Ruan est complètement bourré, après avoir perdu 15 manches d'affilée. Furieux, il jette un verre qui se brise et blesse ceux. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour notre MC. Frangenia ne veut pas entendre de leçons de morale et devient encore plus violent, jetant notre protagoniste au sol en le traitant de minable. Gao se ressaisit et s'excuse auprès des filles, disant que ce n'est pas grave, le gars est saoul, et qu'il va le ramener chez lui. Tout le monde commence à quitter la soirée, l'ambiance étant gâchée après tout le drame provoqué par Ruan. Le MC essaie de rester courtois, mais Frangenia ne l'entend pas de cette oreille et refuse de se laisser faire la morale. La serveuse s'approche pour séparer les deux garçons, lui demandant d'être plus mature. Ruan essaie de frapper la fille lapin, mais se prend un coup de poing dans le menton et tombe inconscient. Comme il est évident que quelque chose cloche, notre héros demande ce qui se passe. La fille lapin fait partie de l'organisation, elle se présente sous le nom de Lapin Blanc, même si elle est habillée en noir. Gao a déjà compris qu'elle est l'examinatrice, ce qu'elle confirme. Le lapin explique que le garçon couché là est le sujet de l'épreuve cette fois-ci. Elle fait apparaître un couteau et explique que le deuxième test consiste à tuer l'égaré. Notre héros est un peu surpris, mais l'épéiste ne s'y même pas et saisit immédiatement une arme pour le tuer. Le lapin explique qu'ils peuvent utiliser n'importe quelle méthode, et l'organisation se chargera de faire disparaître l'épreuve. Mais au moment où elle s'apprête à poignarder Ruan, Gao attrape la main de Ling et lui demande de patienter. Notre héros demande au lapin pourquoi tuer quelqu'un qui ne s'est même pas transformé, vu que ça ne ferait qu'éveiller les soupçons. Le lapin, agacé, répond qu'elle n'a pas besoin de justification pour tuer une bête. Elle poursuit en expliquant que l'organisation ne veut pas de personnes tendres dotées d'empathie, mais des personnes prêtes à faire ce qu'il faut, puis demande à Gao s'il ne préférerait pas plutôt tuer ceux, puisque la fille semble avoir le béguin pour lui. Le MC pense que si l'un des deux mérite de mourir, c'est sans doute Frangenia, et qu'il vaudrait peut-être mieux en finir avec lui sur le champ. Mais avant de pouvoir aller au bout de cette réflexion, notre héros réalise que Ruan a été qualifié d'égaré et non de bête égarée. L'appeler ainsi montre que l'organisation catégorise les égarés différemment des autres bêtes. Comme notre garçon est intelligent, il lâche l'arme et répond qu'ils ne vont pas tuer les égarés. Ling a peur de laisser passer sa chance, mais le héros lui explique que c'est un piège. Le lapin annonce à l'épéiste que son ami a été disqualifié et demande à la brune de choisir ce qu'elle va faire. En regardant son ami, elle décide de lui faire confiance et déclare qu'elle ne tuera personne non plus. Le lapin commence à s'éloigner en disant qu'ils ont tous les deux perdu, laissant notre héros craindre d'avoir fait le mauvais choix. Mais avant de partir, le lapin blanc pose une dernière question. Pourquoi épargner les égarés? Notre héros explique que ce monde possède un ordre naturel et ajoute, en volant la réplique du docteur. Les sentiments et l'existence elle-même sont éphémères. Le lapin est surpris que le garçon partage la même idéologie que leur capitaine et arrête de jouer la comédie une bonne fois pour toutes. Les deux héros réussissent la deuxième épreuve. Le règlement de la société du Zodiaque a été écrit par le capitaine lui-même. Ne jamais initier la violence contre les humains ou les égarés, et ne pas sortir avec ses collègues, sont les premières règles. Notre héros est un peu méfiant vis-à-vis de cette dernière règle, mais comme le bonheur des pauvres ne dure jamais, ils ne sont toujours pas membres. Le lapin leur explique qu'il reste une ultime épreuve, découvrir se couvre une clé dans les montagnes. La clé a l'air très ancienne. Le lapin prévient que l'épreuve finale n'a rien de normal et lui dit de faire attention à ne pas mourir,
ce qui ne met pas vraiment nos héros à l'aise. 3 jours plus tard, nos garçons découvrent que l'officier Wang a lui aussi réussi la deuxième épreuve. Gao et Ling arrivent en taxi dans le quartier montagneux. Gao entend quelqu'un crier et tombe sur Wang, Jun le dodu et Zikai. Wei explique que l'examinateur aux cheveux rouges lui a dit d'amener du renfort car l'examen final est beaucoup plus risqué et mortel, alors mieux vaut prévenir que guérir. Le petit gros demande si c'est vraiment là que la clé fonctionne. Cet endroit est le seul du quartier où la clé pourrait s'insérer sans avoir été démolie, donc ça doit être là. Jun reconnaît la carte des lieux comme étant le village de la famille Gu, où une tragédie s'est déroulée 30 ans plus tôt. Le blond veut en savoir plus. Et, en gros, il y a eu un massacre à cet endroit. Il y a 30 ans, 5 membres d'une famille qui y vivaient ont disparu en une seule nuit. Ils ont été découpés en petits morceaux et éparpillés partout. Moins de 2 semaines plus tard, environ 50 personnes du village ont disparu sans laisser de traces. Ils trouvent la porte qui s'ouvre avec la clé, et nos héros entrent, sur le qui-vive. Notre protagoniste sent que cela a un lien avec une bête sanguinaire, mais le blondinet n'a pas peur du tout. L'ignorance est une bénédiction. Les instructions de la fille lapin étaient de récupérer quelque chose après être entrée, mais elle n'a pas dit quoi. Le MC entend un bruit étrange provenant d'un puits sur place. Nos héros sont tous en état d'alerte, fixant le puits d'eau où s'échappe une chose sombre. Le petit gros est terrifié, croyant que c'est un fantôme, et s'enfuit. Mais la chose s'est immédiatement jetée sur ce froussard, s'est enroulée autour de son visage et a commencé à tirer le petit bouchon vers le puits. Voyant que ça tournait mal, Gao a même essayé de retenir le petit gros, mais ça n'a pas très bien marché. Jun s'agrippe au bord du puits et supplie qu'on l'aide. Zikai, notre héros à la sagesse limitée, accourt en haletant et agitant les bras pour s'agripper et tenter de tirer son ami, bien que la substance noire résiste. Zikai parvient à bien dégager le garçon dodu, mais la chose sombre refuse de lâcher sa proie bien grasse. Wang tire même pour aider, mais les balles traversent la chose comme si de rien n'était. Notre héros copie le talent de Ling, et les deux plongent pour affronter la chose qui essaie de les attirer. Grâce à une attaque synchronisée des deux, Zikai parvient enfin à sauver Jun, mais la chose dans le puits n'a pas l'air contente. Cette substance noire s'élève au-dessus de nos héros et s'abat pour attaquer. Cette substance rate de peu nos héros, mais malgré ça, il n'y a toujours aucun moyen de l'atteindre avec le pistolet. C'est alors que notre héros réalise que la chose ne les a pas ratés. Elle s'attaque au sol. Le MC essaie de dire à tout le monde de fuir, mais c'est trop tard. Le sol s'effondre sous leurs pieds. Gao s'est réveillé peu après la chute dans ce qui semblait être l'extérieur. Ling sait qu'il y a quelque chose de louche ici, et ils doivent bien réfléchir à la situation. Ils sont tombés sous terre en fin d'après-midi, mais on dirait quand même qu'ils sont de retour à l'entrée du village. En plein jour, le téléphone n'a pas de réseau, mais la montre indique qu'il est encore la fin de l'après-midi, ce qui est assez étrange. Un vieil homme apparaît en demandant si nos héros sont venus pour les funérailles. Et comme personne n'y comprend rien, Gao se contente d'accepter. Le vieil homme leur dit ensuite de se rendre au temple ancestral où le village se réunira dans la matinée. Le vieil homme raconte que 5 personnes ont été découpées en petits morceaux pendant la nuit et éparpillées dans le village. Notre héros montre à Ling qu'il n'y a aucun signe du temps qui passe, et que le sang sur la pierre est encore frais. En plus, tout ce que le vieil homme a dit ressemble à l'histoire de ce qui s'est passé il y a 30 ans, donc tout indique qu'ils ont remonté le temps. Le village n'est pas vide, mais rempli de monde pour l'enterrement, ce qui donne l'impression qu'on est juste après la tragédie. Le blondinet serre son ami dans ses bras, heureux qu'il soit en vie. Gao est aussi content de voir le gamin. On dirait que tout le monde a survécu. Wang explique qu'il y a un gros problème. Ils ne peuvent pas quitter le village car il y a une barrière aux limites. Le protagoniste dit qu'il doit y avoir un moyen de passer, et le petit gros, mort de peur, dit de le trouver vite. Le fait est que notre héros pense que la seule issue est de résoudre le crime qui s'est produit ici. Il se pourrait que résoudre l'affaire soit aussi la dernière des 3 épreuves. L'idée est de commencer par aller à l'enterrement pour montrer du respect et rassembler des indices. 2 villageois écrivent en grimaçant et comptent lorsqu'ils remarquent notre groupe de héros arriver en disant qu'il enquête sur l'affaire. À la vue de l'insigne, les hommes demandent aux policiers de rendre justice. Dans le hall du sanctuaire, le protagoniste voit la photo des défunts. Nos héros trouvent étrange qu'il n'y en ait que 4 sur la photo. Même si 5 personnes sont mortes, Wang, qui avait déjà enquêté sur l'affaire avant son éveil, a dit que celle qui manque sur la photo est la belle-fille. La belle-fille venait d'épouser l'un des fils, il n'y a donc aucune trace d'elle. Comme les corps ont été éparpillés, ils n'ont pas pu retrouver sa tête pour l'identifier. La nourriture est servie et a l'air plutôt bonne. La plus grande question est de savoir comment quelqu'un a pu faire tout ça en une seule nuit et faire ensuite disparaître tout un village. De toute la table, seul le blondinet a l'estomac de se servir. Le reste de nos héros préfèrent ne pas manger. Pas de chance pour l'affamé, quelque chose dans la nourriture la fait vomir. Quand Wang regarde le vomi du gamin, il y avait plein de vers. Mais le pire, c'est que quand il regarde à nouveau la nourriture, tout sur la table n'était que des vers, des lombrics et des larves. On dirait que personne d'autre dans le village ne voyait ce qu'il mangeait. Quand on leur demande si Zikai va bien, notre héros trouve l'excuse qu'il a l'estomac fragile. Les villageois ont l'air épuisés, mangeant sans se rendre compte de ce que c'est. Maintenant, le plus urgent est de résoudre l'affaire rapidement et de sortir de là. La décision la plus sensée est donc de se rendre sur la scène du crime. En franchissant le ruban de police,
il se dirige vers la maison abandonnée. L'endroit était abandonné depuis longtemps, et la porte était ouverte. Le gros Jun était mort de peur d'être là, mais le seul moyen de sortir de cet endroit était de tout comprendre. Alors ils entrent. L'endroit porte les traces d'une violente bagarre. Wang se souvient que lorsqu'il a enquêté, le technicien médico-légal n'y comprenait rien. C'était presque comme si un géant avec une hache les avait attaqués. Notre héros est persuadé que ça ne peut être que l'œuvre d'une bête, et l'officier partage ce soupçon. Le petit gros est sur le point de se faire dessus de peur, tandis que Ling est plus que prête à en découdre. Gao a expliqué qu'il devait encore découvrir lequel des 4 types de bêtes avait fait ça. L'enquêteur nous rappelle que nous avons affaire à des bêtes sanguinaires, des bêtes égarées, des bêtes cupides et des bêtes obsessionnelles. Les cupides sont les assimilateurs qui peuvent parasiter les corps humains, comme ce que le chat a fait avec Jin. Les bêtes obsessionnelles sont les observateurs. On n'en sait pas beaucoup plus sur elles. Zikai, imbu de lui-même, dit que peu importe ce qui arrive, il s'en chargera. La fille qui ne pense qu'à se battre se dit qu'elle doit varier un peu plus son style de combat. Le protagoniste attire l'attention de tout le monde. La bête est peut-être d'un type qu'ils ne comprennent pas encore, et elle les a piégés ici. En d'autres termes, la tuer est peut-être la clé de leur liberté. En pleine conversation, quelqu'un frappe à la porte, faisant un peu peur à tout le monde, mais ce n'était que le vieil homme qui les avait accueillis au village. Le vieil homme voulait leur parler, c'est pourquoi il s'est rendu sur la scène du crime de nuit. Le vieux crouton a dit qu'il était un ami de la famille morte ici. Continuant sur sa lancée, le vieil homme dit qu'il n'a pas parlé à nos héros plutôt parce qu'il y avait trop de monde autour. Mais il est presque certain que le tueur vit dans le village car la nuit du crime, quelque chose de très étrange s'est produit. Aucun des chiens du coin ne s'est levé, n'a aboyé ou n'a hurlé. Malgré ça, il ignore qui aurait pu avoir quoi que ce soit contre cette famille. Le vieil homme attrape la main de notre héros et place sa confiance en eux pour résoudre cette affaire. Tout le monde se fige en voyant la main mutée du vieil homme. Le vieil homme a remarqué que tout le monde était effrayé pour une raison quelconque, mais contrairement aux autres bêtes, il n'est pas devenu agressif. Gao trouve une excuse pour justifier la nervosité de tous tout en faisant signe à l'épéiste de se calmer et de retenir le blondinet. Le vieil homme met une main sur sa tête, et elle redevient normale. Quand le vieil homme part, Zikai demande à notre héros pourquoi il n'a pas attaqué. Le héros répond qu'il était encore une bête égarée, et que s'il l'attaquait, il entrerait dans une frénésie. Pour Ling, ça n'a aucun sens, mais la théorie du protagoniste est que les bêtes ont un déclencheur qui les fait passer du mode humain au mode bête, jusque dans leur personnalité. Mais même si ce sont des bêtes, elles restent des êtres vivants qui vieillissent, tombent malades et dont le corps finit par lâcher. Il pense que le vieil homme souffre d'une sorte d'incontinence mutante. Wang trouve que la théorie se tient, mais pour Zikai, ça ne sert à rien de théoriser avec un tueur dans la nature. Et pour la première fois, l'épéiste est d'accord avec son ami simple d'épris. Le plan est un peu improvisé, scène prendre à tout le monde et attaquer ceux qui deviennent agressifs. Mais d'abord, le protagoniste demande aux policiers la date à laquelle tout le monde dans le village a disparu. Wang se souvient que c'était le lendemain des funérailles. Autrement dit, tout le village disparaîtra le lendemain. Le héros a une question à laquelle il veut une réponse, alors il dit à tout le monde de se reposer. Tout le monde suit simplement le mouvement. Jusqu'à présent, le garçon ne s'est pas trompé une seule fois. La nuit passe, et tout le monde dort profondément. À un moment de la nuit, King Ling s'appuie contre le protagoniste, ce qui le fait se retourner. Vu son expression plus douce, c'est l'autre personnalité de la fille qui est là. Elle dit que l'autre n'arrivait pas à dormir, alors elle a pris le relais, mais elle ne trouve pas le sommeil non plus. Elle joue les tsundere, et notre gentleman l'aborde simplement et lui souhaite bonne nuit. À 11h du soir, l'alarme du héros le réveille. Nos héros suivent Gao à travers les bois avec une pelle. Il veut confirmer une dernière chose dans ce mystère. Et quand ils arrivent devant les tombes de la famille morte, Wang réalise que le garçon s'apprête à profaner les sépultures. Le petit gros, qui a passé toute l'histoire à ne rien faire d'autre qu'avoir peur, ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais le protagoniste n'est pas un lâche et continue de creuser de plus en plus jusqu'à ce que le cercueil de la famille apparaisse. Zikai propose de l'ouvrir, mais Gao préfère jouer la carte de la prudence. Notre protagoniste utilise la pelle comme levier, dit à tout le monde de reculer, et demande à Ling d'utiliser son magnétisme. Avec tout le monde réuni, le blondinet pense que son ami a peur des zombies. Mais dans ce monde, il vaut mieux prévenir que guérir. À l'ouverture du cercueil, on trouve des os entiers et propres, avec très peu de chair dessus. S'il était revenu 10 jours après le meurtre, il serait illogique que les corps soient déjà réduits à l'état de squelette. Les os sont intacts, sans la moindre trace de morsure d'un animal qui aurait pu dévorer la chair. En sachant cela, notre héros a déjà tout compris. Au cours de ces 30 dernières années, ce ne sont pas les villageois qui ont disparu, mais c'est le village entier qui a été enlevé. Il se trouve dans le véritable village de la famille Gu. Le vrai village a été aspiré jusqu'ici, et ce qu'il reste dans notre monde n'est qu'une vulgaire copie. Ce qui les a trahis le plus, c'est la maison. L'affaire est censée remonter à seulement 2 semaines, mais l'endroit tombe déjà en ruine. Le vieil homme aussi aurait dû mourir il y a bien longtemps, mais on le maintient en vie. Comme Zikai est bête comme ses pieds, il ne comprend absolument rien. Mais pour faire court, tout le village est condamné à revivre en boucle les semaines qui ont suivi le massacre, et ce, depuis 30 ans.
Il ne reste plus qu'à découvrir à quel moment la boucle se réinitialise. Mais en pleine explication, notre groupe de héros entend des grognements à l'extérieur de la maison. Par la fenêtre, ils aperçoivent une bête. En réalité, ils voient tout un village de monstres qui encerclent la maison. Nos héros sont cernés. Maintenant, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Ce sont ces monstres qui ont commis le massacre tous en même temps. La boucle prend fin la veille de la disparition du village et recommence inlassablement le jour de la tragédie. Personne n'a rien remarqué, et les membres déchiquetés ont été éparpillés en une seule nuit car c'est tout un village de monstres qui en est responsable. Et comme il y avait 5 victimes, 4 hommes et une femme, leur groupe est parfait pour cette reconstitution macabre. Il n'y a plus aucune échappatoire possible. À présent, nos héros n'ont plus d'autre choix que de se battre. Wang ordonne à Gao et Jun de protéger les fenêtres arrière, tandis que lui, le blondinet et l'épéiste s'occupent de la façade. Le protagoniste allume la lumière, car c'est toujours mieux que de combattre dans l'obscurité totale, et invoque le système pour tenter d'obtenir un talent, sans succès une fois de plus. Alors, il mise tout sur l'agilité. La horde de monstres débarque en courant. Une créature pousse la porte et tente d'atteindre le loquet pour l'ouvrir. L'inspecteur Wang commence aussitôt à vider son chargeur dans la tête de l'abomination, tandis que l'épéiste utilise son talent pour tailler tout ce qui bouge. Zikai tremble de tout son corps sans en comprendre la raison. Heureusement pour lui, Wang sort le garçon de cet état de choc. Rempli de rage et de motivation, le blondinet se jette dans la mêlée de toutes ses forces, parvenant à repousser légèrement les créatures de l'entrée. Un autre monstre surgit et tente la même approche. Ils sont bien trop nombreux, et la porte ne tiendra sûrement plus très longtemps. La double porte cède, et les monstres s'engouffrent à l'intérieur. L'une des bêtes parvient à s'approcher, plaquant Zikai contre le mur avant de mordre notre garçon blond. Se tordant de douleur, le jeune homme contracte et durcit ses propres muscles, faisant éclater les dents de la créature. Zikai fixe son bras un instant, puis attrape le monstre par la tête pour lui fracasser le crâne contre le mur. Face à cette force titanesque, Gao comprend tout de suite à l'expression de Zikai que quelque chose cloche chez lui. Le jeune égaré affirme avec conviction que les amis de son frère d'armes sont aussi ses amis. Déterminé à sauver ses camarades, notre garçon atteint un tout nouveau stade de mutation. Les créatures rampent pour s'introduire dans la maison, mais Zikai est plus que résolu à ne plus les laisser effleurer ses amis. Et d'un violent coup d'épaule, il les repousse tous à l'extérieur. Le blondinet, désormais métamorphosé, sort pour affronter les monstres, bien que ce soit suicidaire. Ce garçon est d'une puissance redoutable, que ce soit par pure loyauté ou par naïveté. Il garde sa mutation sous contrôle tout en massacrant les bêtes, pulvérisant des colonnes de pierre comme s'il était ban. Debout au milieu des bêtes qui continuent d'affluer, Zikai leur hurle de toutes lui foncer dessus. Sans la moindre once de peur, les monstres chargent, l'agrippent et tentent de le déchiqueter à coups de griffes et de crocs. Voir son ami se battre de la sorte redonne du courage à Gao. Au beau milieu d'une montagne de cadavres, l'une des créatures, le front troué, se relève et tente de prendre ligne par surprise. Le protagoniste essaie de la transpercer avec la compétence copiée sur son ami, mais la lame ne traverse pas les écailles. Enragé, celui qui fut le premier monstre à tomber parvient à blesser notre héros et à l'envoyer valser contre une colonne. Wang tire une ultime balle dans le crâne de la créature, et Ling l'achève en lui arrachant la tête du corps. Jun parvient à soigner notre héros grâce à son talent, et le jeune garçon se relève en jurant qu'il ne mourra pas ici. Wang refuse lui aussi de rendre l'âme car sa femme enceinte l'attend chez eux, et notre héros réplique qu'il veut vivre parce qu'il est encore puceau. Chacun ses priorités. Pas vrai? L'épéiste fait soudain face à un monstre bien différent des autres. Un monstre aux allures d'Igan fracasse les murs en pénétrant dans la maison. De la même catégorie que la vieille du motel, mais en apparence encore plus terrifiant que la femme de ménage. Impassible, nos héros se ruent sur le lézard. Ling bondit par-dessus la bête, qui lui décoche un coup de queue et la fauche de plein fouet. La compétence de l'inspecteur Wang s'active, mais les balles ne font même pas scier le monstre qui fonce sur le policier et le projette violemment. Le protagoniste enfonce sa lame dans le dos de la créature de toutes ses forces. Les écailles sont bien trop épaisses, il utilise donc le fantôme pour doubler sa force de frappe. Malgré cela, ce n'est toujours pas suffisant, et le héros ainsi que sa projection sont fauchés par une attaque du monstre lézard. Au sol une fois de plus, Gao voit le monstre s'avancer vers lui et sait pertinemment qu'il est bien trop puissant pour être vaincu dans l'immédiat. Ling est à bout de force, Wang n'a plus de munitions, et Jun le dodu ne sert à rien s'il n'est pas en retrait. Le lézard s'apprête à porter le coup de grâce à Gao, mais les griffes de la bête transpercent toute autre chose et s'arrêtent net avant de l'atteindre. Zikai, la poitrine transpercée, se moque tendrement de notre garçon en lui rappelant qu'il est encore puceau. Notre héros acquiesce, et le blondinet lui répond qu'ils auront été comme des frères jusqu'à la toute fin. Dans un ultime effort héroïque, Zikai arrache les bras du lézard, qui hurle de douleur. Zikai attrape la tête de la bête et l'écrabouille, achevant définitivement l'Igan mutant. C'est enfin terminé. Et, vidé de toutes ses forces, notre héros blond s'effondre lourdement sur le sol. Le garçon se désole de s'être fait avoir malgré toute sa puissance. Puis, à bout de souffle, il ferme lentement les yeux. Notre héros fait tout pour garder son ami éveillé et conscient. Il hurle à Jun de soigner son compagnon. Jun sanglote qu'il doit d'abord extraire les griffes de l'Igan.
Alors le protagoniste arrache les griffes de la bête et ordonne au garçonnet de soigner le blondinet sur le champ. Jun essaie de toutes ses forces, mais son talent magique est insuffisant pour ça. Zikai ne répond plus. La blessure est bien trop profonde pour être guérie. Gao supplie son ami potelé de continuer à essayer, mais rien n'y fait. Le garçon, hélas, s'en est déjà allé. Zikai a rendu l'âme en protégeant les siens. Gao se remémore leur première rencontre, quand ce mec blond l'avait immédiatement invité à jouer à un MOBA, tel un duo de girls. Le blondinet avait aussi toujours été le plus sportif des deux, portant notre héros sur son dos après qu'il se soit évanoui en cours de sport. Zikai a été un héros d'une loyauté indéfectible jusqu'à son dernier souffle. Désormais, il n'y a plus aucune tromperie possible. Même s'il n'était pas humain, cette perte déchire profondément le cœur de Gao. Ling n'arrive même pas à croire qu'un monstre ait pu se sacrifier pour tout le monde à la fin. Il était peut-être un peu bête sur les bords, mais c'était un véritable héros. Jun demande s'ils peuvent enfin partir, maintenant qu'il n'y a plus la moindre bête en vie. Évidemment, ça n'allait pas être aussi simple, et le système les avertit d'une menace d'une telle envergure que le multiplicateur s'élève à 1000. Gao tente de prévenir les autres, et tous fuient la maison en panique, désespérés d'échapper à cette prétendue menace. Ling aperçoit alors cette sombre substance qui s'élève dans les airs. En baissant les yeux, on pouvait voir qu'elle s'échappait des poils de toutes les bêtes mortes, pour s'agglutiner dans le ciel et former un gigantesque crâne chevelu. Maintenant, ils sont vraiment foutus. Même à pleine puissance, la créature est plus forte que tous. Wang commence à se douter que l'organisation savait exactement où elle les envoyait pour s'en débarrasser. Ling est furieuse d'être considérée comme jetable. Wang s'excuse d'avoir fait confiance à l'organisation. La chevelure se met en mouvement pour attaquer. Le héros essaie même de les prévenir, mais le gros se fait encore avoir, et la Wang aussi. Gao parvient à se défendre avec la pelle, mais il n'y a nulle part où fuir, et les cheveux le piègent lui aussi. Les mèches sont aussi coupantes que des câbles d'acier, et elles bougent indépendamment. Rien ne marche contre ce truc, pas même l'épée de Ling. Comme si ça ne partait pas déjà en vrille, de plus en plus de cheveux apparaissent. La fille se dit alors que le crâne pourrait être le point faible. La créature attire la fille et complimente les cheveux de notre héroïne, qui utilise le magnétisme pour balancer l'épée droit sur le crâne volant. Mais la théorie de l'épéiste était fausse, et l'épée ne peut même pas égratigner ce crâne si dur. L'abomination enroule ses cheveux comme une perceuse et s'apprête à tuer notre héroïne. Les cheveux transpercent le ventre de la fille. La créature fait une fixation sur ses cheveux. En désespoir de cause, il est temps pour le protagoniste de voler. Je veux dire, d'invoquer le système. Le héros vérifie ses points de chance et, désespéré, demande à débloquer un talent. Ça marche du premier coup, et notre héros débloque les flammes. Il met le reste des points dans la puissance spirituelle. Le système se ferme, et le garçon fonce aussitôt pour brûler tous les cheveux de la créature. L'attaque de feu est efficace, et elle semble blesser cette carapace de heavy metal ambulante. Grâce à notre protagoniste, les autres héros sont libérés et commencent à retomber au sol. Jun le gros s'écrase par terre, mais finit quand même par amortir la chute de Wang. Gao rattrape l'épéiste dans ses bras, et le gros se plaint encore qu'il ait attrapé la fille. Pour autant que je sache, le protagoniste n'a pas de super force. L'héroïne est gravement blessée. D'autres cheveux attaquent notre héros, qui en a déjà marre de ce métalleux monstrueux. Le gars agrippe les cheveux et invoque des flammes tout en s'accrochant fermement à la créature. Le système le prévient que le pouvoir a monté de niveau en l'utilisant au combat. Les cheveux brûlés commencent à reculer et, voyant ça, notre gars s'y accroche et utilise la réaction de la créature au feu pour grimper de plus en plus haut. Gao a découvert que la peur du feu est le point faible de cette grosse tête colossale. L'inconvénient, c'est qu'en l'air, il ne peut pas esquiver les autres mèches de cheveux. Pour le couvrir, Ling utilise le peu de force qui lui reste pour contrôler l'épée avec son magnétisme qui a monté de niveau. La fille n'a plus beaucoup de force, alors Gao doit profiter au maximum de cette dernière chance que tout le monde lui a donnée. Sorti de nulle part, le gamin commence à spammer des flammes comme s'il balançait des hadouken dans une gare routière. En se rapprochant de l'autocollant de motard vivant, il se prépare à achever la créature, qui a elle aussi une dernière carte dans sa manche, et tire une autre perceuse de cheveux. Le crâne volant frappe Gao en pleine poitrine. On dirait que peu importe ses efforts et ses luttes, les bêtes sont toujours plus fortes. Alors que le héros rend son dernier souffle, la créature se prépare à en finir. Tout le monde est désespéré et incapable de l'aider. Sauf que si le protagoniste meurt, il n'y a plus d'histoire, et des plumes noires commencent à tomber du ciel. Depuis les arbres en contrebas, un gars portant un masque de Tengu apparaît. L'homme masqué projette une lame d'énergie et coupe immédiatement les cheveux qui transpercent le garçon. Il coupe aussi toutes les autres mèches de la créature d'un seul coup, et c'était tellement tranchant que même le crâne a pris une expression de douleur avec ses os. Le Tengu rattrape notre garçon avant qu'il ne touche le sol, admirant le chemin qu'il a parcouru. Gao veut savoir qui il est. C'est Chien Céleste, de l'organisation. Le membre de l'organisation tire un rayon de lumière vers le haut, mais le petit crâne esquive, en se faisant couper quelques mèches. L'homme masqué appelle la fille lapin du karaoké, qui saute très haut vers le monstre poilu. La fille lapin sort une batte de baseball et fracasse le prototype de design de t-shirt pour ado emo, qui s'écrase au sol comme un sac poubelle. Le petit crâne, tout amoché, essaie de s'enfuir en rampant. Mais pour achever la créature, Hank apparaît,
prêt à donner le coup de grâce. Le rouquin claque des doigts et invoque la foudre droit sur la bête poilue, qui meurt en volant en éclats. La créature se transforme en un artefact verdâtre. Hank le ramasse et l'appelle un circuit runique. La fille lapin commence à soigner Ling et prévient les autres qu'il y a des victimes. L'homme au masque d'Oni dit que le garçon blond est presque mort lui aussi. Hank s'approche et dit qu'il n'avait pas besoin de soigner le garçon car il n'était qu'une bête égarée. Mais notre protagoniste n'est pas prêt de laisser passer ça. Zikai n'est pas juste une bête. C'est un ami. Et il exige qu'il sauve le blondinet, même s'il n'est pas lui-même en grande forme. Maintenant qu'il va mieux, notre héros exige des explications. L'homme masqué accepte. Puisque maintenant ils forment une équipe, la fille lapin rassemble nos héros et parle des circuits runiques. Ces trucs existent en 12 types, vie, soutien, amélioration, invocation, dégâts, éléments spirituels, sagesse, espace-temps et miracle. Ce que l'organisation sait avec certitude, c'est qu'ils peuvent faire évoluer les talents d'une personne éveillée. L'épéiste, qui ne pense qu'à ça, devient tout excité. La fille lapin poursuit en expliquant qu'atteindre le niveau 3 d'un talent est facile, mais qu'à partir du niveau 4, il faut un circuit du bon type. Le talent magnétique, par exemple, aurait besoin d'un circuit d'éléments spirituels. Chaque circuit a une utilité spécifique, mais ce n'est pas inconsommable. On peut l'utiliser à nouveau après un temps de recharge. Elle dit que l'organisation n'a pas de circuit élémentaire pour la fille car ces circuits sont rares, et seuls 6 sont apparus. Il y a encore 6 autres circuits dans la nature qui pourraient être à l'intérieur d'une créature ou même prendre la poussière quelque part au hasard. Les personnes éveillées s'entretuent presque rien que pour avoir la chance d'en trouver un. Ce désespoir s'explique par le fait que les circuits sont essentiels à la survie d'une personne éveillée. Sachant cela, notre protagoniste a compris qu'il avait été utilisé pour obtenir le circuit, mais ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il aurait facilement pu tuer le monstre et prendre l'objet avant. La fille lapin remarque que notre garçon est perspicace et explique qu'il fallait que ce soit nos héros. Son groupe avait déjà enquêté sur cet incident auparavant. Ils ont aussi tué la bête et ont vu le type aux cheveux longs, mais la créature s'est enfuie et s'est volatilisée dès qu'elle a vu leur force. Même après être resté quelques boucles de plus, le monstre n'est jamais sorti de sa cachette. En d'autres termes, notre groupe de héros n'était que des appâts. La fille lapin explique qu'il était de bons candidats, car pour que ça marche, il devait être éveillé, ne pas faire partie d'une autre organisation, et n'être ni trop fort pour ne pas effrayer Skull, ni trop faible pour ne pas mourir sur le coup. L'apparition du groupe du protagoniste était parfaite pour eux. La Juan pense que l'organisation est bien trop froide pour faire un truc pareil, et la fille lapin répond que c'est bon, car elle n'utilise plus que des inconnus et les membres de son équipe maintenant. La lapine blanche commence à donner des explications sur la pochette d'album de heavy metal ambulante. Elle était la fiancée de l'un des membres de la famille qui a été tué. La fille était une éveillée, mais elle a été mordue par une bête avide et est devenue une éveillée avec une âme de bête, appelée demi-humaine. La nuit de ses noces, elle a contrôlé tout le village pour massacrer la famille. Wang ne comprend pas ce que ces gens ont pu faire pour mériter de mourir comme ça, et Gao pense que toute la famille était humaine. Mais notre héros pense que si toute la famille avait été éveillée, il ne serait pas logique qu'ils perdent face à une seule demi-humaine. La lapine est d'accord sur le fait que 4 éveillés pourraient arrêter même une demi-humaine, alors elle pense qu'il n'y avait que des humains normaux là-bas. L'âge est terrifié. Les bêtes ne touchent pas aux humains qui ne se sont pas éveillés. Hank n'est pas sûr que le fait de devenir une demi-humaine l'ait rendue folle. Ce ne sont que des suppositions, mais elle a réussi à utiliser tout le village pour massacrer une famille. Ce qui est intéressant, c'est que la femme a laissé les bêtes l'attaquer elle aussi. Elle a essayé de se suicider, peut-être par remords, mais ça n'a pas marché. Sa tête a fini par fusionner avec le circuit magique dans un processus lent et douloureux, ce qui a piégé tout le village dans une boucle depuis ce jour-là. Pour la fille, cela ressemble même à un moyen de punir les bêtes qui ont enfreint les règles. Notre héros l'interroge sur ces règles des bêtes, mais elle n'a aucune idée. L'organisation essaie encore de comprendre tout ça. Elle jette l'objet dans le puits, qui se met à briller. Le puits est la sortie de cet endroit étrange. Hank est le premier à partir, et il sort en prenant une pause de diva digne de Sailor Moon. Puis nos héros quittent aussi cet endroit, y compris Zikai, notre gars qui est en vie, et le grassouillet qui s'accroche à sa jambe. Dehors, c'est déjà la fin de l'après-midi. Les garçons sont soulagés d'en être sortis et disent au revoir au trio de membres supplémentaires de l'organisation venus pour le soutien moral. Le MC veut savoir ce qu'ils vont faire maintenant. Et comme la mission est terminée, Lapin Blanc emmène tout le monde manger aux frais de l'organisation. Notre héros demande si autant d'humains réunis n'attirerait pas l'attention, mais cet endroit est un repère réservé aux personnes éveillées et aux égarés. Ling veut savoir comment cela peut être contrôlé, et la fille répond simplement qu'un gros bonnet a fait en sorte que quiconque n'est ni égaré ni éveillé ne puisse le trouver. Avant d'entrer, elle explique que l'endroit est le territoire d'une autre organisation et demande à tout le monde de ne pas causer de problème. La fille Lapin demande une table au patron de l'établissement. Les garçons du groupe sont instantanément captivés par cette silhouette pulpeuse qui leur demande ce qu'ils regardaient. Lapin Blanc fait redescendre les garçons sur terre et demande à la femme d'arrêter de jouer avec eux. La blonde joue l'ignorante et déploie encore plus de charme. À table, les garçons réalisent qu'elle possédait un charme étrange, presque surnaturel, et la fille Lapin explique que c'est le talent de la femme, l'attraction, et que la stat des prix du groupe n'est pas encore assez élevée.
Pour couronner le tout, on découvre que la blonde est un homme. Mieux encore,